Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci d'avoir assisté à notre 12e webinaire EKHO en français. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Jaime Vara et je suis le responsable des programmes EMEA Channel à EKHO. Aujourd'hui, on a la présence de Cédric Terrier. Merci Cédric, l'une des meilleures experts Wi-Fi en France, qui en parle de la conception des réseaux Wi-Fi dans le secteur hospitalier. J'espère que le webinaire vous intéresse. On essaie de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire ou à la fin de le webinaire. Si on ne peut pas répondre pendant le webinaire, nous vous contacterons avec la réponse après le webinaire. Merci encore et je passe le mot à Cédric. Merci beaucoup, Cédric. Oui, bonjour Jem. Merci. Merci pour l'introduction. Tu m'entends bien? Oui, super. C'est magnifique. Ok. Bon, ben, on va y aller là, on démarre. Allez, c'est parti. C'est parti. Merci. Hop. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler… Hop, attendez. Voilà. On va parler de comment concevoir des réseaux Wi-Fi adaptés aux environnements hospitaliers. C'est le sujet du jour. Si vous avez des questions, pour les questions, on verra à la fin, de préférence. Voilà, et puis on fera un point. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez les taper. On essaiera de répondre le long du webinaire. Là, dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas moi qui réponds. Et sinon, on fera des points plus techniques plutôt vers la fin. Donc voilà, pour me présenter un petit peu, donc, je m'appelle Cédric Terrier. Je suis CWNE. Le CWNE, pour ceux qui connaissent, c'est des certifications poussées par le CWNP. J'ai monté ma société en 2015 qui s'appelle What is Wi-Fi. Et au cadre de ma société, on fait des études de couverture, du troubleshooting, du conseil, de la formation. Je suis par ailleurs formateur sur les différents modules du CWNP. Voilà, donc vous avez, si vous voulez me suivre sur Twitter ou mon site web, vous avez les informations là sur la slide. Et n'hésitez pas à me contacter après cette présentation si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Ok, donc le sujet du jour, donc, on va parcourir différentes étapes pour le but ultime, on va dire, arriver sur un peu la démo avec une étude rapide, une étude prédictive sur plan, dans le cadre d'un domaine hospitalier. En premier lieu, on va voir un peu les différents besoins utilisateurs en termes de devices, tous les types d'utilisateurs de devices qu'on peut trouver dans un environnement hospitalier, comment on va pouvoir les gérer et comment on va pouvoir faire une couverture adaptée pour des besoins un peu plus particuliers qui vont être la voie sur Wi-Fi et le transport des véhicules avec des véhicules autoguidés, le transport d'équipements. À la fin, on fera un focus, pas à la fin, mais au milieu, on fera un focus sur la radioprotection, en fait, on verra ce que c'est, qui est particulier évidemment aux environnements hospitaliers. Donc on en parlera tout à l'heure. Après, on fera un petit point sur plutôt une réflexion et puis un sujet qui est plus présent en Amérique du Nord, mais qui commence à arriver un peu ici, qui est un peu comment on peut arriver à manager le spectre radio dans les environnements hospitaliers où il y a beaucoup de gens qui le partagent. En fait, on parlera de ça. Et après, on ira plus sur les études avec une démo, une étude prédictive sur plan. Et après, juste si on a le temps, la partie exit survey, voir l'analyse spectrale, en quoi ça peut être intéressant après avoir fait un survey sur site. Il y va. Donc, juste un petit oubli sur la partie, bon, j'en parlerai après. Dans le domaine hospitalier, en fait, ce qui est important à retenir, ce qui est intéressant pour les ingénieurs Wi-Fi qui travaillent dans ce domaine, les gens qui interviennent dans ce domaine, c'est que le milieu hospitalier, en fait, regroupe un peu tous les défis ou presque tous les types d'environnements qu'on peut trouver par ailleurs. C'est-à-dire dans le milieu hospitalier, on va trouver des entrepôts, on va trouver évidemment des services de soins, des services médicaux, mais on va trouver des bureaux, et puis on va offrir du service guest à des utilisateurs, aux patients qui viennent, mais aux visiteurs qui sont là aussi. Donc on retrouve un peu toutes les problématiques. Et il n'y a que en gros la problématique qu'on peut trouver dans les transports, dans les trains, les avions, etc., qui n'est pas présente dans le milieu hospitalier. Tout le reste est à peu près présent. Il y a de l'outdoor quand on a des campus, etc. Voilà.
Donc, en termes d'utilisateurs de device et de niveau de service, donc pour pouvoir définir la couverture Wi-Fi adaptée, il faut avant toute chose identifier les besoins et donc identifier les différents types d'utilisateurs qu'on va devoir connecter et un peu le niveau de criticité. Donc, en premier lieu, il va y avoir évidemment les patients. Donc, les patients qui viennent se faire soigner à l'hôpital, mais qui vont souvent avoir besoin d'avoir toujours des moyens de communication avec l'extérieur, leur famille, d'avoir des solutions pour pouvoir aussi parfois continuer à travailler alors qu'ils sont hospitalisés. Il va y avoir après l'aspect divertissement. Dans les hôpitaux, il y a toujours eu des télévisions. Maintenant, l'accès vidéo se fait de plus en plus sur des écrans qui vont être connectés soit en Wi-Fi, soit sur les écrans personnels des patients, avec l'accès à du Netflix ou des choses comme ça, qui évidemment posent des questions en termes de débit, en termes de comment on va pouvoir gérer la capacité pour pouvoir agréger tout ça. Donc ça, on verra après. Après, il peut y avoir des besoins un peu plus particuliers qui émergent, qui vont être la géolocalisation, mais pas la géolocalisation qu'on verra plus loin pour géolocaliser du matériel, etc., mais plus pour que la personne puisse elle-même se localiser au sein de l'hôpital pour trouver les différents services, etc. Donc plus ce qu'on appelle un peu le GPS intérieur ou le Blue Spot, une application sur son smartphone, et puis on peut arriver à savoir où on se retrouve, etc. Donc on verra comment on peut gérer ça. Enfin, après, il va y avoir les patients aussi vont utiliser, en tout cas vont porter sur eux parfois des équipements de l'hôpital et qui vont être connectés à l'infrastructure Wi-Fi, comme par exemple des électrocardiogrammes, mais qui vont être des petits équipements portatifs. Et l'intérêt de les connecter en Wi-Fi, c'est qu'ils vont pouvoir rester les personnes pourront être mobiles, pourront quand même se déplacer dans l'hôpital, ne seront pas consignées dans leur chambre. Donc ça, c'est intéressant. Il peut y avoir aussi des bracelets pour pouvoir localiser des personnes, en général plutôt des personnes fragiles, des personnes âgées, voire des bébés. Et donc là, c'est plus des bracelets avec tag Wi-Fi, etc. Donc c'est aussi des équipements qu'il faut prendre en compte. Après, à droite, là, il y a un peu un niveau de criticité. Bon, c'est juste pour information qu'on peut définir. Donc en gros, les patients, c'est forcément pas l'utilisateur le plus critique pour l'hôpital. En termes de connexion Wi-Fi, évidemment, c'est quand même, par contre, c'est la personne qu'on soigne, c'est le plus important, mais en termes de connexion Wi-Fi, ce n'est pas l'utilisateur final le plus important. Mais dès qu'il va utiliser des équipements biomédicaux qui seront connectés en Wi-Fi, là, comme des ECG, etc., là, par contre, c'est pour ça qu'on est entre le 3 et le 2 en termes de criticité. Après, il va y avoir les personnels administratifs et techniques, que j'ai regroupés un peu en un profil de personnes, donc, qui vont utiliser plutôt des ordinateurs portables pour se connecter dans des salles de réunion, etc., qui peuvent utiliser des systèmes de communication comme la visio, etc. Ou il peut y avoir aussi, dans le cadre, les personnels techniques peuvent utiliser de plus en plus, en tout cas avoir à gérer des systèmes d'IoT, d'Internet des objets, qui vont remonter des informations de température. Par exemple, ça peut être des frigos qui vont stocker des poches de sang ou des choses comme ça, et la surveillance en fait, du niveau de température, etc., peut se faire via la connexion à l'infrastructure Wi-Fi. Tout ça aussi pour éviter que souvent tous ces systèmes qui arrivent d'IoT peuvent arriver avec leur propre système de connexion, voire leur propre borne Wi-Fi, etc. Donc pour éviter qu'il y ait une multiplication des environnements radio qu'on ne gère pas, il vaut mieux arriver à abréger, à connecter ces équipements-là sur sa propre infrastructure. Ensuite, il y a les pharmacies au sein des hôpitaux. Donc les pharmacies, c'est des services importants parce que c'est eux qui vont gérer les médicaments et les acheminer jusque dans les services de soins. Donc, bon, il y a, évidemment, les utilisateurs peuvent avoir des laptops, mais ce qui est le plus important, ça va être ce suivi en fait, du médicament. Donc, ils vont utiliser en général, ça peut être des lecteurs code barre, mais ça peut être d'autres solutions. Et le but, ça va être d'assurer un suivi depuis là où seront livrés dans les entrepôts et seront stockés les médicaments, jusque en fait, dans les services de soins. Ce qui change par rapport à il y a quelques années, en fait, je dirais, moi qui j'ai travaillé plusieurs années dans un hôpital, en fait, au CHU de Bordeaux. Et ce qui est arrivé ces dernières années, c'est que de plus en plus, on se retrouve avec des gestions de stock au plus près du patient, c'est-à-dire même dans les services de soins. Avant, on avait en gros une gestion de stock dans le stock, et puis les médicaments arrivaient dans les services de soins. Aujourd'hui, on veut avoir vraiment une traçabilité de tout du long, en fait, des médicaments. Et donc, on se retrouve avec, dans les services de soins, des zones qui auparavant n'étaient pas critiques, qui peuvent être des réserves, des petites pièces, etc., mais qu'il va falloir couvrir en Wi-Fi aussi correctement. Et donc, initialement, on avait pu faire des études de couverture en favorisant, en couvrant principalement, par exemple, le bureau des infirmières, les chambres des patients, etc., qui étaient vraiment les zones critiques, les bureaux, les cadres de service, etc.
Et puis des zones qui pouvaient paraître un peu annexes, comme des réserves, des petites pièces un peu isolées. Ces pièces-là deviennent en général des gestions de stock assez critiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte tout. En fait. Donc, il ne faut pas ignorer, il faut faire en sorte que toutes les zones soient couvertes correctement et que le service fonctionne correctement partout. Après, les nouveaux types de solutions aussi qui sont arrivés depuis un certain nombre d'années, ce sont les véhicules autoguidés, qu'on appelle aussi communément des tortues, et qui vont permettre d'acheminer depuis en général un stock temporaire jusque dans les services, donc avec des cheminements bien spécifiques qui leur sont dédiés par des sous-sols, des galeries, des ascenseurs qui leur sont dédiés. Ils vont amener les chariots de manière automatique dans les services de soins. Et ces chariots seront récupérés ensuite par le personnel, etc. Donc il faut arriver à connecter ces équipements-là et à faire en sorte que ça fonctionne correctement. On va voir comment on peut faire pour arriver à faire ça. Après, l'autre type de profil, évidemment, très important, ça va être les soignants, c'est-à-dire les docteurs, les infirmières, etc., qui vont connecter leurs équipements. Donc, en premier lieu, ça va être qui existe depuis longtemps et qui était un peu à l'initiative des premiers projets sans fil dans les hôpitaux, c'était la prescription et puis les dossiers patients, en fait. Donc, pouvoir utiliser sur des laptops, sur des chariots mobiles, avoir accès à un logiciel de prescription médicalisé pour pouvoir faire la prescription au plus près du patient. Après, c'est l'utilisation d'outils de communication et aussi des outils de surveillance, c'est-à-dire de remontée d'alerte, en fait, des moniteurs patients qui sont proches des patients, en fait, et qui vont être connectés en Wi-Fi et qui vont remonter dans le bureau des infirmières les différentes alertes. Donc, faire en sorte que ces équipements-là aussi soient connectés correctement, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de coupure, etc. Il y a aussi j'ai mis des exemples d'autres types d'équipements qu'on peut trouver dans le domaine biomédical, en fait, par exemple des lecteurs glycémiques, qui vont être des petits équipements qui vont permettre de vérifier la glycémie et qui vont être connotés, qui vont remonter des informations dans une base locale. Voilà. Et enfin, ce qui aussi de plus en plus, ce qui arrive des projets qu'on voit se développer un peu partout, c'est des projets de géolocalisation de matériel pour éviter que du matériel soit égaré ou alors qu'on mette trop de temps à le trouver. On peut ajouter, une des options, c'est d'ajouter des tags Wi-Fi ou des tags BLE sur certains équipements dont le coût souvent est important pour pouvoir les localiser rapidement et ne pas avoir à en racheter parfois même, ou en tout cas être assez efficace dans la gestion et dans leur localisation. Ensuite, ce qui se passe, c'est le jour où on décide de faire de la voix sur Wi-Fi. Dans ces cas-là, on avait vu précédemment, si vous revenez sur la présentation après, vous avez vu qu'il y aura un niveau de criticité un peu différent pour chaque personnel. Mais dès qu'on va faire de la voix sur Wi-Fi, il n'y a plus cette différence de criticité. En fait, la voix sur Wi-Fi, de toute façon, ça devient critique et donc il faut que la couverture soit bonne partout. Donc, on va faire en sorte que la couverture soit bonne et quel que soit le type de téléphone qu'on va devoir utiliser, est-ce que ce sont des téléphones spécialisés, c'est-à-dire des téléphones Wi-Fi d'entreprise type Ascom, Zebra, Polycom, Cisco, etc. Ou si on part sur une solution avec des smartphones. Et souvent, ce qu'on voit, ça va être un panachage des deux solutions, en fait, suivant les types de population qui vont utiliser la téléphonie dans l'hôpital. Ce qu'on voit aussi arriver, c'est pour ça aussi que j'ai indiqué les patients, ce qu'on voit aussi arriver, c'est d'offrir la téléphonie aux patients, soit en installant dans les champs patients des téléphones Wi-Fi, même qui sont alimentés, mais ils n'auront plus besoin d'avoir de ligne analogique, ou en tout cas même de ligne IP pour les connecter, soit offrir aux patients la possibilité de se connecter via un service de voix over Wi-Fi, dans des hôpitaux où parfois la couverture GSM peut être problématique. Donc maintenant, une fois qu'on a fait le tour un peu de tous ces besoins utilisateurs, donc de tous ces types de devices, alors évidemment, il y en a beaucoup plus des types de devices, c'était un parcours assez rapide, hein. Mais on va voir comment on peut arriver à construire, on va essayer d'arriver à construire des études de couverture adaptées à ces environnements-là. Donc le schéma classique pour concevoir un réseau Wi-Fi, en fait, c'est ces différentes étapes. En fait. Au départ, c'est l'étude du besoin, c'est-à-dire c'est voir en fait ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire les types de populations qui vont se connecter, tous les types d'équipements qui vont se connecter. Après ça, ça va être l'étude de la capacité. Donc la capacité, ça va être défini par quoi? Ça va être défini par, donc toujours pareil, le nombre de devices, mais après le type d'application qu'ils vont utiliser derrière. Donc, par exemple, on a parlé des patients. Dès qu'on fait le choix d'offrir du Netflix, forcément, ça va avoir un impact.
Si on fait de la visio en Wi-Fi, si on fait de la voix sur Wi-Fi, ça va avoir un impact. Donc tous ces aspects capacité, on va les prendre en compte dans l'étude de couverture. Une fois qu'on a défini ces deux aspects, capacité, le besoin, etc., on va construire son étude prédictive, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure en mode démo, c'est-à-dire qu'on va utiliser, en l'occurrence, la solution EKO Site Survey, et on va pouvoir définir les structures, etc., un capteur sans plan pour pouvoir arriver, le but final, définir la localisation des bornes Wi-Fi. Avant de définir le déploiement, un des points qui peut être intéressant et que moi je préconise en général, c'est de faire des relevés sur site. Précédemment, quand on faisait des études de couverture, on préconisait de toujours faire une étude de couverture en mode ce qu'on appelle AP on stick, avec une AP sur un trépied, et puis ainsi on va aller caractériser véritablement l'environnement radio. Bon, les solutions, quand on utilise correctement les solutions telles qu'EKO pour faire de l'étude prédictive, l'AP on stick obligatoire n'est plus une étape obligatoire, excusez-moi. Mais par contre, dans le domaine hospitalier et dans d'autres domaines, quand on fait des études dans les entrepôts, etc., moi je conseille de combiner l'étude prédictive avec quelques relevés critiques sur des zones qui vont être particulières, dont on parlera tout à l'heure. Donc malgré tout, ça reste quand même une solution importante. Ensuite, le déploiement. Donc le déploiement, ça va être surtout s'assurer que du mode d'installation des bornes, il respecte bien nos préconisations. Si on a préconisé d'installer des bornes sous plafond et que finalement elles s'installent au mur, etc., il faut faire attention à l'impact que ça va avoir en termes de propagation radio. Donc c'est vraiment avoir une vue là-dessus. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est la validation, c'est l'exit survey. Donc l'exit survey, lui, va nous donner à la fin un plan avec la vue réelle de la couverture. Donc toutes ces étapes sont à réaliser pour moi, et dans le domaine hospitalier en tout cas, si on veut faire en sorte que ça fonctionne correctement, mais il ne faut pas en sauter une. Et puis des relevés AP on stick entre l'étude de prédictive et le déploiement, c'est quand même une bonne solution et on va prévenir plein de problèmes. Ok, pour réaliser, donc première chose, pour de la voix sur Wi-Fi, donc ça va être un peu des préconisations que je propose, mais qu'on retrouve par ailleurs proposées par plein d'autres personnes qui sont dans le domaine de l'expertise sans fil, l'expertise Wi-Fi. Donc, quand on va envisager de faire de la voix sur Wi-Fi aujourd'hui avec les technologies actuelles, il sera préférable d'utiliser la bande de fréquence du 5 GHz pour connecter les téléphones Wi-Fi. On sait que la bande de fréquence de Giga 4 possède beaucoup moins de canaux, même si elle couvre beaucoup mieux, elle possède beaucoup moins de canaux et elle est soumise à beaucoup plus d'interférences. Donc le 5 GHz est à privilégier. Idéalement, aujourd'hui, sur les technologies, les amendements qui existent sur le 5 GHz, 802.11a, N, AC, permettent d'utiliser des largeurs de canaux différentes. Souvent, d'ailleurs, les constructeurs arrivent avec des configurations par défaut qui vont activer, par exemple, le 80 MHz. Donc, utiliser des canaux de 80 MHz, c'est bien, ça va permettre d'obtenir du débit, de monopoliser moins de temps d'antenne, etc. Et par contre, ça réduit le nombre de canaux et ça crée des co-channel interférences. On verra ce que c'est. Et donc, ça impacte vraiment énormément les performances. Et quand on va avoir de la capacité à gérer derrière, c'est vraiment rédhibitoire. Ça va être une catastrophe. Donc, le 80 MHz par défaut, on oublie. Le 40 MHz par défaut, dans mon cas, on oublie aussi. Donc, je préconise plutôt du 20 MHz. Et après, suivant les besoins, suivant ce que va donner l'étude et ce que va donner l'exit survey, on pourra activer du 40 MHz sur une bonne partie de l'infrastructure. Et puis, parfois même du 80 MHz sur des zones en fait, où il va y avoir besoin vraiment de débit, style de l'imagerie ou des choses comme ça, et qu'on sait qu'on arrivera à maîtriser en termes de chevauchement de canaux, etc. Donc voilà, plutôt du 20 MHz par défaut, et après on voit, suivant les besoins, si on peut activer des canaux plus larges pour des besoins spécifiques. Le niveau de signal minimum, moins 65 dBm. Donc ce qui est important, c'est que quand vous allez choisir un niveau de signal minimum, il ne faut pas oublier que le niveau de signal minimum, c'est le niveau de signal minimum du client que vous allez utiliser. Parce que c'est bien d'avoir par exemple moins 65 dBm quand vous allez faire votre exit survey avec la clé Wi-Fi que vous utilisez ou votre sidekick, si vous avez la chance d'avoir un sidekick. Mais au final, ce qui est important, c'est le client final. Donc, il faut vraiment calibrer la solution que vous allez utiliser pour votre survey sur votre client final. Si vous faites de la voix sur Wi-Fi, le client le plus important,
ça va être votre téléphone, on le verra, parce que souvent, c'est lui qui a la puissance de réponse la plus faible dans les problématiques de batterie, etc. Donc, il va falloir caler son étude là-dessus. Donc, lié à ce niveau de signal, le SNR minimum, ce sera 22 dB. Juste par rapport au niveau de signal, il y a un site qui s'appelle RSSI Compared. Donc, RSSI, c'est le niveau de signal, ça n'a rien à voir avec le responsable sécurité. Et sur ce site-là, vous trouverez un comparatif de beaucoup de clients, de devices, en fait, des laptops, des téléphones, etc., avec leur niveau de signal. Donc, ça permet d'avoir une information, si on n'a pas les éléments lorsqu'on va réaliser son étude. Avec ce site-là, ça donne des informations intéressantes pour calibrer son étude. Après, en termes de... Autre aspect, ça va être la perte de paquets. Bon, mais évidemment, il faut limiter la perte de paquets. Alors, quand on fait une étude prédictive sur plan, on va se dire oui, mais la perte de paquets, on ne la simule pas. Non, mais ce n'est pas ça en fait. C'est que ce qui va créer en premier lieu des pertes de paquets, ça va être les co-channel interférences. Donc, ça va être les bornes qui vont utiliser trop de bornes sur le même canal. Donc, ça va être les canaux adjacents, si c'est du 2 Go 4. Et après, en phase de déploiement, là par contre, ça va être tout ce qui peut être interférence non Wi-Fi. En fait. Donc là, c'est pour ça qu'on verra que l'exit survey, l'analyse spectrale, c'est important. Après, juste un point sur le transmit. En fait. Les bornes, en fait, elles ont une capacité, elles peuvent transmettre un signal, en fait, suivant les canaux et la bande de fréquence qu'elles utilisent, elles peuvent transmettre un signal jusqu'à 100 mW sur du G4, jusqu'à 200 mW sur le 5 GHz, sur certains canaux, voire plus. Donc ça, c'est la puissance d'émission des bornes. La puissance d'émission du client, c'est ce que j'ai dit précédemment, notamment dans le cas des smartphones ou même des téléphones Wi-Fi d'entreprise, souvent la limite, ça va être 15 dB, 30 mW. Donc si on laisse ces bornes à une puissance trop importante, on va se retrouver avec un mismatch de puissance entre ces bornes et son client. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer que il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont découler de ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des clients qui vont rester attachés à des bornes alors qu'ils ont des bornes avec un meilleur niveau de signal parce qu'ils font le choix par rapport au signal qu'ils reçoivent, pas le signal qu'ils émettent. Il va y avoir en plus des retransmissions dans le signal, dans le sens téléphone vers AP. Donc ça va être rédhibitoire. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut avoir, c'est avoir vraiment une cohérence de puissance entre la borne et le client. Le fait qu'on ait des bornes qui peuvent aller à 100 mW, sur le marché, on peut se dire à quoi ça sert s'il faut se caler sur les clients. C'est parce qu'on peut avoir besoin de ces 100 mW si on fait un pont Wi-Fi entre deux bornes. Voilà, point. Par exemple, dans ces cas-là, on a une borne qui fait 100 mW et une borne qui fait 100 mW. Ou alors, si j'ai une borne qui fait du 100 mW et que derrière j'ai des laptops spécifiques avec des antennes spécifiques, que je monte à 100 mW. On a cette capacité. Mais sinon, il faut vraiment gérer cette puissance-là et faire attention aux puissances par défaut dans les équipements. Donc, ça veut dire qu'il va falloir calibrer les profils radio dans ces bornes pour pouvoir arriver à limiter ça, à limiter ce phénomène et avoir des cellules, des tailles de cellules radio homogènes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmit max, si je fais la voie sur Wi-Fi pour mes AP, ça va être 30 mW, 15 dB. Ensuite, quand on va faire de la téléphonie Wi-Fi avec des smartphones, ce sera intéressant, il faudra s'intéresser fortement au type de smartphone qu'on va utiliser et à ce qu'ils vont supporter en termes d'amendement Wi-Fi, qui leur permettront, par exemple, le 802.11k qui va permettre de gérer plus facilement l'environnement radio ou d'avoir des informations sur l'environnement radio. Le 802.11r qui va être un mécanisme d'amendement pour faciliter les roamings. Et si ces mécanismes-là ne sont pas supportés par les clients, mais dans ces cas-là, il faudra activer des mécanismes plus propriétaires côté infrastructure, comme l'opportunistic key caching, l'OKC ou le CCKM chez Cisco, en fait, des mécanismes qui vont permettre de favoriser le roaming du client pour pas qu'il ait à se authentifier à chaque fois qu'il change de borne. Enfin, un point critique sur la voie sur Wi-Fi, ça va être de couvrir des escaliers, des ascenseurs, les extérieurs, toutes ces zones qui pouvaient nous paraître anecdotiques précédemment, mais un escalier, par exemple, souvent dans le domaine hospitalier notamment, le personnel va souvent aller s'isoler pour passer des coups de fil, notamment quand on doit appeler des familles, ou des coups de fil un peu particuliers, et puis ou tout simplement quand on va transiter d'un service à l'autre et que ça va être dans une situation d'urgence, mais il ne faut pas qu'il y ait de coupure, et donc il faut que ces zones-là soient couvertes correctement. Enfin, dans un projet d'étude de voie sur Wi-Fi, un des points critiques est très important, c'est de valider. Une fois que la couverture est faite, non seulement valider avec une étude de couverture, qu'on ait la vue de la propagation radio, mais faire des tests d'appel, faire des captures de trafic aussi pour voir ce qui se passe,
et faire des appels en mouvement pour qualifier le roaming et voir comment se passe le téléphone. À l'époque, quand j'étais au CHU de Bordeaux, quand on a démarré ce projet de téléphonition Wi-Fi, on avait passé pas mal de temps à qualifier ça en se déplaçant, en faisant du roaming. C'était un défi puisque c'était il y a en 2008-2009, le projet a démarré, donc ça fait quelques années, c'était un peu le début de la téléphonie Wi-Fi. Ok. Donc après, il y a d'autres types de projets qu'on rencontre de plus en plus dans les hôpitaux. Donc c'est les véhicules autoguidés, qu'on appelle aussi Tortue, qui vont donc servir au transport de médicaments, de repas, etc. Donc là, ça va être un peu particulier parce que ces véhicules vont transiter non pas dans tout l'hôpital, mais dans des zones bien particulières. Ils vont démarrer d'une gare, d'un entrepôt où vont arriver les différents chariots, et puis ils vont cheminer le long de galeries, ils vont prendre des ascenseurs qui leur sont dédiés, et puis ils amèneront ainsi les médicaments à l'entrée des différents services. Donc là, ce qui va être important, c'est évidemment de couvrir correctement toutes ces zones où ils vont transiter. Alors les ascenseurs, à l'intérieur des ascenseurs, c'est pas qu'il faut couvrir l'intérieur des ascenseurs parce qu'ils ne vont pas communiquer à l'intérieur des ascenseurs, mais c'est qu'il va pouvoir couvrir les accès aux ascenseurs. En gros, ces équipements-là, ils vont utiliser le Wi-Fi non pas pour se localiser dans la plupart des cas, ils ne vont pas utiliser ça pour faire leur géolocalisation, ils vont utiliser ça pour communiquer avec leur centrale en donnant des informations de localisation qui vont dire par exemple, ouvrez cette porte, j'arrive, ouvrez cette porte, appelez-moi cet ascenseur, etc. Je suis arrivé, j'ai déchargé le chariot, je repars, etc. Donc ça va être vraiment, le Wi-Fi va être utilisé comme un outil de communication. Dans ces équipements-là d'expérience, sur des projets sur lesquels j'ai travaillé, notamment sur l'hôpital de Libourne, les AGV en fait, ont la particularité d'avoir des antennes externes, donc des petites antennes qui vont venir des rubber ducks là, qui sont connectés dessus, avec des capacités différentes en fait, donc avec un gain passif différent, 1, 3, 5 dB, etc. Donc c'est intéressant de voir le type d'antenne qui est utilisé, est-ce qu'il est adapté à la bande de fréquence qu'on va utiliser, quel est le gain d'antenne qui est utilisé, pour pas qu'il y ait un mismatch, en fait, une différence trop importante entre, toujours pareil, la puissance des bornes et la puissance de l'AGV. Donc toujours valider cette problématique de transmit entre les AP et les clients. Le but étant de limiter les co-channel interférences. Sur les projets que j'ai vus, les différents projets où j'ai vu qu'il y avait des AGV, parfois, ça peut être intéressant d'utiliser la bande de 2,4 GHz, même si on a tendance à dire que le 5 GHz, c'est pour l'aspect professionnel, le 2,4, ça va être plutôt du guest, etc. Mais comme ces équipements en fait, ont tendance à transiter dans des zones qui ne sont pas ouvertes au public, qui sont des galeries, des sous-sols, sur des zones vraiment ciblées, mais ça peut être intéressant d'activer le service en 2 GHz sur ces zones-là pour eux. Donc comme ça, on va les isoler un petit peu. On verra pourquoi, mais sans avoir besoin de créer un SSID particulier pour ces équipements-là, ce qui est souvent demandé par le constructeur, mais multiplier les SSID, ce n'est pas une bonne solution, j'en parle juste après. Donc voilà, donc ça peut être une solution de les connecter sur du 2 Go. 2 Go qui couvre plus loin. Donc, voilà. Le fast roaming, donc aussi pareil, vérifier que ces équipements-là, si c'est possible, supportent des amendements qui font partie du standard, comme le 811R, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc vous vérifiez d'un autre côté que les mécanismes côté constructeur fonctionneront correctement et qui vont ainsi faciliter le roaming pour éviter que le roaming ne soit pas trop difficile. Mais ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir une cohérence de couverture, des tailles de cellules assez homogènes pour que le transit de l'AGV se passe correctement, que les roamings se fassent correctement et qu'il n'y ait pas de perte de paquets, qu'il n'abaisse pas trop son débit en restant connecté sur une AP, etc. Donc vraiment, c'est cette cohérence de couverture qui va être importante. Donc après, le SSID par type de device, c'est ce qui peut être souvent demandé. On peut avoir ça aussi dans le domaine biomédical, mais dans ce domaine-là, le constructeur qui va amener sa solution, il va dire « Ah ouais, moi je veux mon SSID à moi ». Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer un SSID, ça va être des trames de management et des trames de contrôle supplémentaires. Donc, si une borne diffuse 8 SSID, il va y avoir les trames de données sur ce SSID-là, mais à chaque fois des trames de management et des trames de contrôle. Donc, ça crée énormément d'overhead. Donc, il faut éviter au maximum de multiplier les SSID. Donc, ça, c'est une chose qu'on connaît depuis longtemps. Même si les débits ont augmenté, même s'il y a eu des améliorations, il faut faire en sorte d'éviter de multiplier le nombre de SSID. Donc là, l'autre solution, c'est ce que je disais, c'est qu'on peut limiter aussi la propagation en fait, de ce SSID particulier pour ces AGV. On ne va pas faire un SSID particulier, mais on verra dans ce que je propose un peu plus loin, c'est qu'on utilisera un SSID, qui est le SSID pour la voix, sur le 2 Go 4 pour ces AGV où ils seront en gros les seuls.
Et simplement, on pourra diffuser ce SSID. Là, si on regarde, là, on a le plan avec la couverture et des bornes. Toutes les bornes qui vont être en rose ici ne diffusent pas ce SSID, mais toutes celles qui vont être sur le cheminement qui est en jaune en fait, de la GV, elles vont diffuser le SSID. Okay. Donc ici, ça va permettre de maîtriser un peu la zone de couverture. Donc, les couvertures multi-device. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on a vu un peu comment on fait une étude de couverture pour de la version Wi-Fi, comment on va faire une étude de couverture pour de la GV, pour des laptops, etc. Le problème, c'est que dans les hôpitaux, mais c'est vrai aussi dans les autres domaines, c'est que l'étude de couverture, elle doit supporter tous ces équipements. L'étude de couverture, elle est multi-device. Donc, il va falloir avoir une réflexion, comment on va pouvoir gérer, sur quoi on doit se baser pour arriver à réaliser cette couverture Wi-Fi pour tous ces devices qui vont se connecter sur l'infrastructure. Donc, une chose à savoir déjà, c'est qu'une borne Wi-Fi, c'est 2 bandes de fréquence. Une borne Wi-Fi, elle est dual band, et elle va avoir donc 2 bandes de fréquence, une bande de fréquence en général en 5 GHz, une bande de fréquence en 2 GHz. Parfois, elle peut avoir deux radios sur 5 GHz. On n'en parlera pas ici. Et donc, elle va fournir, donc il va y avoir ce qu'on appelle un RF profile pour le 5 GHz et un RF profile pour le 2 GHz. Et ces RF profiles vont être communs aux SSID qui seront sur ces différentes bandes de fréquences. Okay. Donc, il va falloir faire un choix de diffuser des SSID sur cette AP, donc il y aura ces RF profiles, et on va diffuser ces différents SSID suivant les différents besoins qu'on a vus au début de la présentation. Donc, des services de voix. Donc, les services de voix vont connecter, par exemple, des téléphones, des smartphones, des AGV. Alors, je vais en parler après. Alors, hop, pardon. Tac, 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 excuse-moi. Hop, juste maintenant, je vais en parler maintenant. Les AGV, on va voir qu'on va les connecter sur le même SSID que nos systèmes de téléphonie, mais on va leur faire utiliser, on verra après, une bande de fréquences différente. Donc ça, c'est une proposition. Hein. Ce n'est pas forcément des bonnes pratiques, c'est une proposition sur des environnements qui fonctionnent. Et, voilà. Après, dans le domaine médical, on va avoir des électrocardiogrammes, des moniteurs patients, des codes barres, des lecteurs glycémiques, des échographes, etc., qui vont se retrouver connectés sur des SSID médicaux. Toujours dans la partie professionnelle, on va avoir des chariots mobiles, des laptops, on va avoir d'autres ordinateurs mais qui vont être utilisés par les médecins, par le personnel technique, etc. On va avoir des équipements personnels, si on autorise les utilisateurs de l'hôpital de se connecter avec leur équipement personnel, il faudra supporter ça, ce qu'on appelle le BIOD. Et après, on aura le guest pour des employés, pour des patients, etc., les visiteurs. Et donc, là, ce qu'on peut se dire, c'est que, par exemple, les SSID Pro et SSID Med, on peut se dire, mais pourquoi, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, utiliser des SSID différents alors que tous ces équipements-là, pourquoi pas les mettre tous sur le même SSID? Mais souvent, ça va être des problématiques, les mécanismes de sécurité qui vont être supportés. Mais souvent, les différents équipements ne vont pas supporter les mêmes mécanismes de sécurité. C'est-à-dire des équipements comme des ordinateurs portables, eux, les nouveaux mécanismes de sécurité comme le 802.1x, le WPA2 entreprise, etc., eux, ils vont les supporter. Et les équipements de l'autre côté, comme des scanners, etc., il faut que j'arrête de bouger les bras. Les scanners, eux, ne supporteront pas ces mécanismes de AP, donc eux, ils seront plus sur du pre-shared key, donc du PSK. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une obligation d'avoir 2 SSID différents. Et si on peut, dès qu'on peut avoir un maximum de clients supportant le AP, bon, on essaiera de les isoler. Après, sachant que le fait qu'ils soient connectés sur un même SSID, ça ne veut pas dire forcément que ces clients-là seront dans le même VLAN. Derrière, il y a la possibilité de les mettre dans des VLAN différents, de les mettre dans des profils, dans des rôles différents, etc. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'on va plus parler de la partie radio, mais voilà, c'est juste un petit point là-dessus. OK, donc maintenant, le point qui va être important, c'est sur quoi va-t-on baser son étude Wi-Fi? Donc, son étude, on va la baser sur le client le plus critique, et en l'occurrence, le client le plus critique, ça va être nos téléphones. Donc, c'est sur eux qu'on va se baser, parce que pourquoi les plus critiques? D'une part, parce qu'ils sont critiques en termes de service, donc on veut que le service fonctionne partout, et d'autre part, parce qu'aussi, ils sont souvent plus faibles en termes de puissance de transmission. Pourquoi? Parce que les smartphones, ils ont une batterie. Et donc, pour ne pas consommer trop de batterie, mais la puissance de transmission, souvent, on ne va pas dépasser 30 mW. OK.
Donc ça, je l'ai déjà dit, SSID. Donc oui, un SSID sur une borne qui est dual band, ça fait 2 SSID. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Par exemple, le SSID voix, là, ben, si je le diffuse sur les deux bandes de fréquence, ça veut dire que j'ai un SSID voix sur le 2 GHz et j'ai un SSID voix sur le 5 GHz. Et donc, en jouant sur les bandes de fréquence, ce qu'on va avoir la possibilité de faire, donc là, par exemple, on va voir, donc là, sur mon infrastructure, on va voir ce que propose mon infrastructure. Donc, mon infrastructure, elle va diffuser, on va commencer par là pour que ce soit plus simple, elle va diffuser le réseau MED sur les deux bandes de fréquence, 2 GHz et 5 GHz. Mon infrastructure, elle va diffuser le réseau Pro sur les deux bandes de fréquence et le réseau Guest sur le 2 GHz. Et après, on va voir que les clients de l'autre côté peuvent faire le choix de se connecter sur les deux bandes de fréquence, ils supportent les deux bandes de fréquence. Et là, dans ce cas particulier, je vais diffuser un SSID WA sur mes deux bandes de fréquence sur certaines zones, mais majoritairement, je vais diffuser mon SSID WA sur le 5 GHz à l'échelle de l'hôpital. Et donc ainsi, mes téléphones Wi-Fi pourront se connecter. Ils seront connectés sur le 5 GHz, ils n'utiliseront qu'une bande de toute façon. Mes smartphones, eux qui sont mi-bande, ils se connecteront là où c'est 5 GHz, ils se connecteront sur cette bande-là. Et par exemple, quand on parle des AGV, sur les zones où il y aura le cheminement de l'AGV, ben on pourra activer le service ce SSID sur le 5 GHz et sur le 2 GHz, et ainsi l'AGV lui se connectera sur le 2 GHz. Et s'il y a des smartphones qui passent dans le coin, ben ils auront la possibilité de se connecter sur le 2 GHz, ce n'est pas vraiment problématique. Et ça permet ainsi ça peut être une solution pour isoler un peu ses clients et séparer, et pas diffuser le réseau, le SSID voix sur le 2 GHz partout à l'échelle de l'hôpital, sachant que le 2 GHz sera déjà pas mal encombré. OK. Donc, juste pour rappeler, avant d'aborder le sujet suivant, donc essayer de faire un lien avec ce qu'il y avait au-dessus et la suite. Donc, on a vu les différentes problématiques. Suivant les types d'équipements qu'on va connecter, on va avoir des problématiques un peu différentes. Donc, bon, équipements biomédicaux, couverture, c'est pour dire quoi? Ça dépend des équipements biomédicaux. Mais par exemple, des lecteurs glycémiques, etc., ce qui va être important, c'est juste qu'ils soient couverts et qu'ils puissent remonter de l'information. Après, évidemment, si on parle d'équipements d'accès aux images médicales, ça va être autre chose, ça va être le troisième sujet. Donc là, il va falloir avoir des débits très importants, de la qualité. Donc là, c'est un peu ce que j'avais dit au début. Là, sur ces zones-là, voir si on peut activer du 40 MHz, 80 MHz. La communication, la voix sur Wi-Fi, vidéo, ben, c'est s'assurer qu'il y a une qualité de couverture qui est bonne. Et là, le sujet suivant dont on va parler, ça va être la radiologie interventionnelle. Donc, et ça va être la radioprotection. Et donc là, la radioprotection, ça va être en gros du plomb ajouté dans des blocs opératoires et dans des zones spécifiques. Et comment cette problématique qui va arriver, qui va être de périmètre, il va falloir arriver à gérer. Donc ça, vous allez comprendre après, je vais l'expliquer après. Donc en termes, focus un peu sur la radio, pour ce qu'on appelle la radioprotection. Donc il y a une nouvelle norme qui existait depuis un certain temps, mais maintenant qui est devenue un standard dans le monde de la radioprotection, qui s'appelle la NFC 1560. Et qui définit en fait, donc cette norme-là, en fait, elle va définir comment protéger les gens qui interviennent dans ces zones-là des rayons ionisants. Donc, ça va être de certaines bandes de fréquences. Là, on a le spectre électromagnétique. Donc, le Wi-Fi, on va être ici, hein, entre 2,4 GHz et 5 GHz. Et dans le domaine médical, on va utiliser d'autres bandes de fréquences et certaines bandes de fréquences qui vont diffuser des rayons ionisants et qui vont être dangereux pour la santé. Et donc, il va falloir, dans ces cas-là, gérer, limiter la propagation des signaux, etc. Et donc, on va plomber les salles, tout simplement. Donc, le but, c'est protéger les humains des hyperfréquences. La particularité, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipements radio. Auparavant, anciennement, il y avait en gros des salles radio où on allait faire sa radio, son scanner, etc. Mais maintenant, dans toutes les salles de chirurgie interventionnelle, il va y avoir des équipements radio pour faire du diagnostic ou du soin. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'équipements de radio, il y a de plus en plus de radioprotection, donc il y a de plus en plus de plomb. Aussi simple que ça. D'accord ? Donc le problème posé, ça va être l'atténuation du signal. Parce que si on regarde comment se passe l'absorption, le phénomène d'absorption, en fait, donc on a un signal qui va traverser une matière, béton, brique, etc. Mais de l'autre côté, quand il va sortir de l'autre côté, le signal va être atténué. Et si là-dessus on rajoute du plomb, forcément, dans le cas de la radioprotection, le signal, dans certains cas, il n'y aura plus rien. Et dans d'autres cas, il y aura du signal quand même qui arrivera à passer, parce que parfois le signal peut arriver à passer. Ça dépend vraiment du type d'équipement qui va être utilisé dedans. On va en parler après, dans les salles radio. Parce que voilà, c'est que la radioprotection, qu'est-ce qu'on va définir? C'est qu'on va avoir un bloc opératoire, et puis on dit, on va décider de blinder ce bloc opératoire. Donc, ça va vouloir dire quoi?
Mais ça veut dire qu'on va rajouter en gros des différentes plaques à différentes zones. On va rajouter du plomb ici, on va rajouter du plomb ici en bas. Et puis il y aura du plomb aussi dans cette porte-là. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on peut se dire, ben, c'est facile, du coup, on ajoute une borne dans le bloc, et puis voilà, la zone est couverte. Ça, c'est vrai. Si je mets une borne au sein du bloc, c'est souvent ce qu'on fait, la zone va être couverte. Mais la chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est que si on met une borne avec une puissance aussi importante que les autres bornes du service, et d'une borne notamment qui pourrait être ici dans le couloir, c'est que cette borne-là, quand elle est isolée, et que si le niveau de radioprotection est vraiment fort, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas l'environnement radio qui est en dehors, et les systèmes, les mécanismes de gestion de l'environnement radio, comme RRM, ou RRM chez Aruba ou chez d'autres, en fait, les systèmes qui vont gérer dynamiquement les radios et la puissance des AP, comme les AP ne vont pas se voir entre elles, cette AP va avoir tendance à avoir une puissance importante. Et dès que les portes vont s'ouvrir, il y a un nouveau signal qui va sortir, ça va être une nouvelle borne, il va y avoir un risque de co-channel interférence et l'environnement va être instable. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que les portes vont s'ouvrir souvent. Parce que souvent, il y a du personnel qui transite d'un bloc opératoire à l'autre, etc. Donc, elles vont se refermer et s'ouvrir régulièrement. Il peut y avoir des anesthésistes qui passent, qui vont surveiller plusieurs blocs et ils vont passer régulièrement d'une chambre à l'autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bandes-là, il va falloir, justement, c'est pour ça que je parlais de périmètre, il va falloir vraiment gérer le périmètre de couverture et le limiter au maximum dans ce cas-là. Dans certains cas, on va pouvoir ajouter une borne dans le couloir pour arriver à couvrir l'intérieur du bloc. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de règle. Donc dans le cas d'une étude sur plan, ça va être compliqué d'arriver justement à qualifier la couverture parce que c'est difficile d'avoir les informations sur vraiment comment va être plombée cette salle parce que le plombage de la salle va vraiment dépendre des équipements qui sont utilisés à l'intérieur. En fait. Suivant le type d'équipement radio qu'il va y avoir, mais la norme elle va définir un seuil de plombage, un niveau de plombage à atteindre. Donc là, j'ai indiqué certaines informations, notamment ça. En fait, la norme a défini, une épaisseur de plomb par rapport à un équivalent en fait, entre l'épaisseur de plomb et le béton. C'est-à-dire, en général, le feuillage qu'on va ajouter, ça va être 1 mm, 2 mm dans les salles, etc. Et ça va permettre de créer l'atténuation qu'on veut. Sauf que nous, évidemment, on veut rentrer en signal Wi-Fi. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, idéalement, pour arriver, si on est soumis à une étude sur plan et que, par exemple, on est dans le cas d'un bâtiment qui va être construit, donc qui n'est pas existant, et qu'on ne peut pas venir faire des relevés sur site facilement, mais il faut essayer d'avoir un maximum d'informations, soit des services biomédicaux qui ont l'information sur les équipements qui seront à l'intérieur, soit, en général, dans les hôpitaux, ou en tout cas, il y a des personnes qui interviennent dans les hôpitaux qui sont ce qu'on appelle des PCR, des personnes compétentes en radioprotection. C'est elles qui vont venir qualifier les blocs opératoires. Donc, avoir des informations de ces personnes-là, ça peut permettre en fait d'arriver à construire facilement le niveau, le seuil radio de ces différentes cloisons. OK. Et idéalement, malgré tout, une fois que le bâtiment sera en construction et avant qu'il soit livré, c'est intéressant d'aller faire un relevé sur site parce qu'on n'arrive jamais à avoir vraiment la vue réelle de l'environnement radio. Donc d'aller sur site et de faire un relevé une fois que les feuilles de plomb, le feuillage plomb est installé pour qualifier vraiment l'atténuation et voir si la solution qu'on préconise est la bonne. Donc là, c'est un cas, un exemple de cas réel, on va dire. Donc voilà, un hôpital avec un service de soins existant, des bornes Wi-Fi comme on peut le trouver dans le couloir et qui couvrent correctement jusqu'à présent le service, il n'y a pas de souci. Donc on voit que les bornes Wi-Fi, donc j'ai une borne Wi-Fi ici, j'ai une autre borne Wi-Fi ici. Et puis, entre-temps, on change les équipements radio qui se trouvent, donc pas les radios au sens des AP, mais vraiment les équipements radio pour le soin dans les blocs opératoires. Et donc, on va mettre ces blocs à la norme NFC 1560 et on va ajouter du plomb dans les différentes cloisons. Donc, ce qui va se passer, c'est que le signal qui passait précédemment, avec nos bornes, par exemple, qui diffusent à 12 dBm, qui est vraiment très très long, ça pourrait être plus, mais c'est un bon choix dans des services comme ça. Et mon autre borne, on va voir que le signal n'arrive plus à pénétrer suffisamment à l'intérieur. Là, il n'y a plus de signal. Là, il n'y a plus de signal. Le signal principal, c'est le cercle au milieu. Ça va être des effets de bord, des bas débits, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça ne va pas être bon. Okay. Donc dans ces cas-là, le choix qu'on va avoir, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va ajouter des bornes à l'intérieur des blocs directement. Donc ça, c'est facile à comprendre. On va faire pour assurer le bon niveau de couverture. Mais par rapport à ce qu'on disait précédemment, ce qu'on va devoir faire,
c'est qu'on va devoir limiter le niveau de puissance de ces bornes. Tout ça pourquoi? Pour vraiment limiter la couverture sur la zone à couvrir, ce qui permettra aussi par ailleurs, par exemple, d'avoir, si on veut faire du 80 MHz ou en tout cas du 40 MHz, d'offrir des débits importants, et de limiter ce seuil-là pour ne pas impacter l'environnement autour, et puis pour éviter le phénomène, quand les portes vont s'ouvrir, d'avoir un signal qui sort trop fort et qui peut impacter l'infrastructure, quelqu'un qui est en communication, et il y a une bande qui sort à ce moment-là sur le même niveau de signal, ça va vraiment créer des soucis. Donc vraiment maîtriser l'environnement radio. Donc pour arriver à quelque chose qui pourrait ressembler à ça, avec des détails de cellules adaptés à l'environnement. Alors, avant d'attaquer, de faire un peu, de regarder d'attaquer la démo, pardon. Donc ça, c'est plus une question que je me pose suite à mon expérience en milieu hospitalier et puis les différentes prestations que j'ai pu réaliser dans différents hôpitaux depuis que j'ai créé ma société. C'est la problématique en fait du spectre électromagnétique. Donc, si on reprend la vue du spectre qu'on avait tout à l'heure, bon, le Wi-Fi, les bandes ISM, les bandes libres qu'utilise le Wi-Fi, parce qu'il y a beaucoup de bandes de fréquences qui vont être des bandes sous licence. Le Wi-Fi, lui, va utiliser la bande du 2 GHz et la bande du 5 GHz, qui sont des bandes sans licence, des bandes libres. Mais ils ne sont pas les seuls à utiliser ces bandes de fréquences. Donc il y a le Wi-Fi, mais il y a des systèmes de monitoring, des anciens systèmes de monitoring. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent à utiliser la technologie Wi-Fi directement. Mais précédemment, ils utilisaient la bande de fréquence du 2 GHz, par exemple, avec un mécanisme similaire à celui du Bluetooth, qui va être le fast hopping, qui va être du saut de fréquence. Et il peut y avoir une incidence. Suivant les canaux, l'intercanal qu'ils vont utiliser, il faut savoir, il faut être conscient de ce que ça fait. Il peut y avoir des vidéotransmetteurs en 2 GHz, mais en 5 GHz surtout. Il peut y avoir du DECT. Et il peut y avoir aussi des équipements radio, dans des salles radio, dans des imageries, etc., qui vont utiliser leur propre système Wi-Fi, souvent, pour connecter, par exemple, le banc radio, le banc de gestion des mécaniques, en fait, le système où on fait la radio avec le banc qui permet de commander vont être connectés en Wi-Fi, parfois avec leur propre banc Wi-Fi. Et donc ça, il faut arriver à maîtriser, à savoir quel environnement ça utilise, quel canal ça utilise, etc. Donc il y a ce phénomène-là, de plus en plus de solutions qui utilisent les bandes libres, et aussi de plus en plus de criticité sur le Wi-Fi. Dès qu'on fait la voie sur Wi-Fi aux urgences, le monitoring patient, l'imagerie, etc. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de qualifier, de trouver une solution pour maîtriser un peu ces environnements radio. Donc le management du spectre, c'est quoi? C'est presque définir un rôle, en fait. Le but, vous pourrez lire après la présentation un peu plus au calme, les différents tas, je ne vais pas tout parcourir. Mais c'est en gros le but ultime. Pour info, il y a quelqu'un qui s'appelle Ali Youssef aux États-Unis, qui est un expert Wi-Fi aussi et qui travaille dans le milieu hospitalier, qui a ce discours-là actuellement et qui réfléchissent à la création de personnes qui seraient responsables de manager en fait ce spectre-là, en fait, de définir des règles sur la gestion du spectre. Et le but, c'est pas quelque chose de très très compliqué, mais de savoir qui utilise quoi et où. Voilà. Donc ça facilitera, notamment quand il y a des projets, par exemple, de géolocalisation qui peuvent arriver, où on doit faire un choix entre est-ce qu'on va partir sur du Wi-Fi, du BLE, du RFID, etc. Souvent, c'est des sujets complètement nouveaux, et si on n'a pas réfléchi à ces sujets-là précédemment, mais ça peut être problématique. OK. Bon, avant d'attaquer la partie études, juste un point pour réaliser des études, que ce soit des études sur plan ou des études prédictives ou des études sur site. Ça, c'est le matériel que moi j'utilise. Donc, un ordinateur portable avec un EKO Site Survey, le logiciel que j'utilise avec lequel je vais faire la démo. Des plans à jour, bien évidemment. Un sidekick. Moi, j'utilise ça. Le sidekick, c'est cet outil-là, en fait, qui permet de faire l'étude de couverture et qui va me permettre à la fois, il va avoir des clés Wi-Fi et va permettre de faire de l'analyse spectrale. Donc, après un tripode, quand on va faire une étude sur site, il va me falloir un trépied. Moi, j'utilise un trépied sur roulette quand je vais aller faire des relevés sur site, avec une batterie qui aura une autonomie satisfaisante, notamment si on alimente des bornes en AT, donc en PoE, où il faut fournir du 30 watts. Et puis, un point d'accès adapté à l'étude qu'on veut faire. OK. Donc,
maintenant, on va aller sur la démo. Donc la démo, ça va être une étude prédictive sur plan. Donc attendez, je vais sortir de là. Et après, juste pour info, juste, il y aura une petite démo sur l'analyse spectrale rapide. Voilà. Alors, donc là, je vais changer de partage d'écran. Excusez-moi. Donc là, je vais partager. Hop, voilà. Donc là, je suis dans les KO. Donc là, c'est un hôpital où on m'a demandé de faire une étude prédictive sur plan. Donc en gros, on me fournit les plans. La première chose à faire, ça va être, bon, on ne va pas faire les différentes étapes, là, c'est vraiment voir le cas particulier de l'hôpital. Donc j'ai défini les différentes structures. Définir les différentes structures, c'est quoi? Ça va être, je définis les différents types de murs. Par exemple, ici, j'ai une cloison sèche, mais ça, c'est 3DB. Je vais définir mes ascenseurs, parce que les ascenseurs, c'est vraiment critique. Donc voilà, j'ai défini les zones avec son niveau d'atténuation à lui, ainsi de suite. Juste pour information, il faut être assez précis quand même quand on veut faire une étude prédictive si on ne veut pas avoir trop de surprises. Hop. Notamment, on voit que dans l'étude, on définit aussi le niveau d'atténuation qui peuvent être créés par des placards techniques. Là, ça va être des piliers en béton. Donc, définir aussi ces différents piliers en béton parce qu'ils vont avoir un impact important sur la propagation des différentes bornes. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il ne faut pas oublier. Donc il faut les définir. Juste définir des murs, ça ne va pas être suffisant. Après aussi, j'ai défini ici en l'occurrence, par exemple, ça va être des placards dans un vestiaire. Donc définir, souvent ça va être des placards métalliques, donc ça va avoir un impact sur la propagation. Là, ça va être une réserve et ça va être les différents racks en fait, où va être stocké le matériel. Et enfin, là, par exemple, c'est un service un peu où il va y avoir de la radioprotection. Donc là, je vais avoir défini des types de murs un peu particuliers. Donc ça, on peut le définir soi-même. Hein. On peut le packager, customiser ces différents types de murs. Donc j'ai défini, là, si on regarde par exemple un mur béton, il va avoir en sortie un niveau d'atténuation de 24 dB, donc il va être assez important. Je vais faire la même chose avec un mur béton plus du plomb. Et donc là, je vais définir un niveau d'atténuation beaucoup plus important. En gros, il n'y aura plus beaucoup de signal qui va sortir dans ce cas-là. OK. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fini ça, ouais, juste un point. Bon, c'est bon. OK, après la localisation, je vais définir la localisation de mes AP. Donc voilà. Hop. J'ai défini la localisation de mes AP que j'ai positionné sur mon plan. Ça, c'est le but ultime. Une fois que j'ai défini la localisation de mes AP, comme on a vu que j'ai défini ici, là, je vais avoir mon service de radioprotection avec mes différents blocs. Et je vais définir la transmission de mes différentes bornes. Alors, la transmission de mes différentes bornes, on va voir que dans le cas des blocs opératoires, je vais définir un niveau de puissance qui va être très faible, en fait. Donc 2 mW qui sort, ça va me faire du 7 dBm en IRP, en sortie de ma borne, par rapport à la majorité de mes autres bornes qui, elles, vont avoir un niveau de signal qui va, qui va être beaucoup plus important, puisqu'elle va sortir du 16 dBm en IRP. Voilà. Donc là, on va vraiment faire ce qu'on a montré tout à l'heure dans les slides, en fait, c'est avoir des bornes qui vont avoir des niveaux de puissance bien inférieurs pour obtenir un niveau de couverture qui soit bon, mais pas trop important pour limiter les co-channel interférences qu'on aura du mal à simuler ici, puisque ce sera notamment les co-channel interférences qui arriveront quand les portes s'ouvrent, etc. Donc il faut les anticiper. OK. Je vais déplacer ça, pardon. Alors après, donc tout ça, une fois que j'ai localisé mes différentes bornes, donc le logiciel lui permet, en cliquant là-dessus, de définir les différentes bornes avec le niveau de puissance, et lui, il me fournit un nombre de bornes, il me les prépositionne, et après, charge à moi de les localiser avec l'expérience, etc., là où je veux faire mon service, et puis là où, de manière préférable. Donc moi, je vais avoir tendance à les déplacer, ça c'est par habitude. Donc, et on va obtenir après, effectivement, ce qu'on va obtenir, c'est un niveau de signal. Hop, voilà, pour avoir un niveau de signal qui soit cohérent, qui soit bon en tout point. Donc, ce que je disais précédemment, le niveau de signal, il va falloir qu'il respecte
la valeur qu'on veut atteindre, moins 65 dBm. Et après, quand on fera l'exit survey, il faudra contrôler que ça correspond bien au client le plus faible qu'on va vouloir utiliser. Donc après, par exemple, là, on peut voir que sur cette étude sur plan, on voit que les escaliers, ben, ça ne semble pas complètement bien couvert, là, ces zones-là. Bon, tout bêtement, c'est parce que les bornes ne sont pas installées dans les escaliers, mais ça, c'est un choix volontaire, parce que si on met des bornes dans tous les escaliers, de tous les étages, le quantitatif va être important. Parce que si je mets la borne là, ici dans l'escalier, probablement qu'il m'en faudra quand même une autre ici pour couvrir la zone alentour. Donc en fait, là, j'ai fait le choix de mettre plutôt les bornes aux entrées des escaliers, et c'est lors de cette visite sur site, cette visite en période intermédiaire avant le déploiement, qu'on va venir qualifier en fait l'atténuation et le comportement et voir en fait si on arrive à quelque chose de correct. C'est ce que je pense. OK. Donc voilà. Donc après, une fois qu'on a localisé, donc on a construit nos murs, on a cette couverture qui semble correcte. L'autre aspect, on a vu par rapport aux différents types de devices, pour revenir un peu à tout ce qu'on a vu dans la présentation, qui ont permis de définir la capacité en fait à supporter tous ces types de devices. Donc, j'ai défini une zone qui est à l'échelle de l'hôpital. Et là, on retrouve en fait toutes les contraintes qui étaient présentées dans la slide de démo. Donc, toutes les différentes contraintes, le nombre de clients de téléphone qui vont être utilisés, avec le débit qu'ils vont consommer, le nombre de lecteurs code barre, le nombre de patients avec leur ordinateur, et qu'est-ce qu'on va leur autoriser en termes de débit, des laptops, etc., etc. Donc, on va définir tous les types de devices qu'on va trouver sur l'infrastructure et les différentes, la puissance et le débit qu'ils vont consommer. Okay. Donc ça va nous, grâce à ça, en définissant ça, on va pouvoir avoir, après, on va avoir une vue qui va être de valider en fait la santé de la capacité. Donc de voir si notre infrastructure va supporter la capacité qui est définie au niveau d'étage. Donc là, c'est un peu plus long. Là, j'ai activé la santé de la capacité. Donc là, par exemple, on voit que c'est vert quasiment partout, sauf sur une zone ici centrale. Alors, à quoi c'est dû? Donc, c'est dû à quoi? C'est dû que cette zone-là, en fait, il y a une borne qui est un peu isolée du reste par rapport à la structure du bâtiment. Et donc, le logiciel soupçonne qu'elle aura des doutes à supporter la densité d'utilisateurs qui est définie sur cette zone-là. Donc, en plus d'expérience dans le milieu hospitalier, si on regarde cette zone à quoi elle correspond, c'est qu'en fait, cette zone, donc on avait à gauche des blocs opératoires, et cette zone-là, ça va être une zone de réa, post-opératoire. Donc, après que les gens aient subi une opération, ils vont venir là. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre important de patients qui vont être sur cette zone-là. Il va y avoir un nombre important d'équipements médicaux qui vont être sur cette zone-là. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir de la densité de devices. Donc, effectivement, il y a un gros risque que la capacité ne soit pas suffisante. Bon, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter tout simplement une borne pour gérer la densité. Donc voilà, on ajoute une borne qui devrait résoudre notre problème de capacité sur cette zone-là. Donc on voit que dans l'étude, il y a la partie vraiment couverture par rapport à notre seuil, à notre client le plus faible, mais après il va y avoir aussi la partie capacité. Donc il y a effectivement, là j'avais laissé un endroit critique pour vous expliquer, mais il y avait d'autres endroits où la capacité est un peu problématique, et c'était juste pour que ce soit un peu visible facilement. Voilà, donc là, en ajoutant cette borne, on sait qu'on n'aura pas de problème de capacité. Après, si on revient un peu sur les différentes précaux qu'il y avait dans la slide de démo, tout en bas, il y avait offrir un service de géolocalisation avec du BLE, avec du Bluetooth. Donc là, on va aller voir la couverture Bluetooth. On a la possibilité, avec EKO, de voir la couverture Bluetooth. Donc, on voit quoi? On voit que la couverture Bluetooth, elle est bonne, on va dire, à 80% sur le site, mais que dans les salles où il y a la radioprotection, ce n'est pas génial. Que dans des salles intermédiaires, mais ce n'est pas non plus idéal. Donc là, il va y avoir deux solutions. Donc soit ajouter des points d'accès, puisque eux, on voit que les points d'accès que j'ai installés dans le cas de cette étude-là, ils supportent du BLE, donc ils vont pouvoir assurer un service Bluetooth. Donc on peut faire le choix d'ajouter un point d'accès, mais ça peut être un peu du confort. Mais par contre, on peut faire le choix, suivant la solution, suivant le constructeur, etc., d'ajouter des tags BLE. Donc, d'ajouter, qui en termes de coût, ce sera complètement différent, et qui, eux, vont nous permettre d'assurer une meilleure couverture. Donc, je les positionne un peu au hasard, hein, c'est un peu arbitraire.
Mais en gros, il en faudra, pour arriver à trianguler, il va en falloir 3 sur les différentes zones, etc. Et donc, ces petits tags, ainsi, on pourra obtenir une couverture homogène sur la partie BLE pour assurer aussi une localisation de manière efficace. Okay. Donc, sur la partie études prédictives, c'est bon. Juste un petit focus, donc il reste 3 minutes si on veut quand même prendre quelques questions. Sur la partie survey, donc juste quand on fait l'exit survey, ça c'est une autre étude, et donc là je fais un exit survey, je me déplace et je fais des relevés de couverture. Ce qui va être important dans l'exit survey, bon, effectivement, ça va être, c'est d'obtenir le niveau de couverture qu'on va avoir, de voir les co-channel interférences. D'ailleurs, si on avait voulu précédemment voir les co-channel interférences, je pourrais vous les montrer sur le plan précédent pour voir que c'était assez bon en termes de co-channel interférences. Mais là, ce qui va être intéressant quand on va faire l'exit survey, c'est d'avoir d'une part le niveau de signal qui est relevé partout, mais d'avoir aussi l'analyse spectrale. En fait. Donc l'analyse spectrale, c'est-à-dire que, notamment avec les KO, avec le sidekick que je vous ai montré, mais on peut faire ça aussi avec un ordinateur, avec des clés USB pour l'analyse spectrale, en plus des clés USB qu'on utilise pour faire l'étude Wi-Fi. On va enregistrer le spectre dans son étude. Donc sur tout son parcours, on va enregistrer, on va avoir ainsi le... Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'après coup, après avoir fait son relevé, on va pouvoir revenir et on va pouvoir reparcourir le cheminement pour essayer d'identifier si on n'a pas des interférences, etc., si le spectre est propre. Donc là, on a vraiment le spectre radio et on va pouvoir zoomer. On va pouvoir zoomer sur... Si on veut zoomer, par exemple, on voit qu'il y a un problème sur une partie, ben on va pouvoir zoomer sur une partie pour faire le détail. Là j'ai toute la bande du 2 Go 4 et si j'ai besoin de zoomer sur une partie, ben je vais ainsi pouvoir zoomer et avoir du détail. Là, je vais voir, par exemple, là ici, bon, ça c'est pas gênant, mais ça c'est quelque chose, c'est pas du Wi-Fi, etc. Et ça va nous permettre d'identifier les sources potentielles d'interférence. OK. Ben voilà en termes de présentation. Je vais regarder un peu les questions, Jem, comme il ne reste pas beaucoup de temps. Hop. Oui, on a 3-4 questions et on commence. Ouais, donc, j'en vois. il y a 2 personnes qui demandent avez-vous une recommandation sur le nombre maximum de SSID à diffuser? Non, alors ça dépend vraiment de l'infrastructure que vous avez en place c'est triste à dire, mais non, j'ai pas de préconisation. Oui, le maximum à éviter, oui, 8 SSID sur le 2 Go 4, 8 SSID sur le 5, il faut éviter. Mais en gros, idéalement, si on peut avoir 2 sur le 2 Go 4, 2 sur le 5, ou 3 et 2, ou 3 et 3, ça peut être une bonne solution, mais il faut éviter d'en avoir trop, en fait. Mais ça va dépendre, en fait, de la génération de bornes qu'on a, etc. Ça dépend aussi de beaucoup de choses. OK, merci. Comment connaître le bon niveau du signal du client? Ben, justement, il faut... dans quel sens Je ne sais pas. Non, en fait, comme je comprends la question, le device client, on ne choisit pas hein, la puissance du device client. À part sur certains téléphones, on peut choisir la puissance. Par exemple, je sais qu'il y a certains téléphones de téléphonie Wi-Fi, on peut choisir qu'ils émettent à 17 dB, à 15 dB, etc. Le choix, en fait, ça va avoir surtout un impact, la puissance du client, ça va avoir un impact sur sa batterie, surtout, c'est ça, ça va être sa durée de vie, juste. Mais c'est juste qu'il faut essayer d'avoir une cohérence entre la puissance de ses devices clients et la puissance de son infrastructure. Donc, voilà. OK. Donc, quel est l'impact des applications sur le dimensionnement du réseau de bornes Wi-Fi? Alors, les applications, ça va être qu'est-ce qu'elles vont consommer en termes de débit. Et en fait, quand j'ai fait tout à l'heure, dans ce que j'ai présenté en fait, dans l'étude de couverture, là, hop, non, c'était pas là, hop, on va revenir ici. Les applications, en fait, elles vont... Là, j'arrive pas à cliquer. Je suis en planification. Là, je définis, en fait,
mes bandes de fréquences, je vais définir mes types de clients, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'amendement, combien de radios en fait ils ont, etc. La capacité qu'ils ont en termes de largeur des canaux et les applications qu'ils vont devoir utiliser. Parce qu'en fait, suivant l'application qu'ils vont utiliser, s'ils ont besoin de débit à 5 mégabits par seconde, etc., ils vont consommer du temps d'antenne plus ou moins important. Et c'est ce temps d'antenne qui va avoir un impact sur la capacité. Donc c'est pour ça que c'est important à prendre en compte et que c'est pas du tout gadget. C'est vraiment si je charge la quantité de clients et le débit qu'ils vont consommer, mais la santé de la capacité va s'effondrer. Mes radios ne vont pas pouvoir supporter. Il va falloir que j'ajoute des bornes, etc. Donc c'est vraiment un impact, le type d'application qu'on va utiliser derrière. Ok, merci. On a de plus des questions, mais malheureusement, on n'a pas de temps. Donc, ouais, j'en avais juste vu une moi, et quelqu'un demandait si il fallait faire une analyse spectrale après chaque étude. Dans le domaine hospitalier, un exit surveillé, il faut qu'il y ait une analyse spectrale pour moi. C'est juste ça, je voulais le dire. Ok, donc, mais évidemment, toutes les personnes ont l'adresse de Cédric et la mienne. Et on va envoyer les liens sur les YouTube. Donc, merci beaucoup. Merci Cédric. Et à bientôt. Ouais, merci à tous. Merci d'avoir suivi le podcast. Merci. À bientôt. Non, merci, avec plaisir. Merci à tous. Merci, au revoir. Ciao.